up and burning. 2, 1, 0, and lift off. The final lift off of Atlantis. Shoulders of the space shuttle. Conférence confinée astro. Up and burning. 2, 1, 0, and lift off. The final lift off of Atlantis. Shoulders of the space shuttle. Bonjour, bienvenue à cette conférence confinée numéro 12 du 9 décembre 2020. Voilà, on touche à la fin de ces conférences confinées pour cette saison. Je crois que je proposerai une dernière séance la semaine suivante, alors qui sera enregistrée parce que j'aurai cours au même moment. Bienvenue, aujourd'hui nous allons parler de deux choses. Premièrement, art et astronomie, parce que j'aime bien cette séquence, finalement, ça m'inspire beaucoup, j'espère que vous aussi. Et deuxièmement, nous finissons la partie du cours de cosmologie, élémentaire et simplifié, et avec de grands raccourcis, que j'ai commencé la semaine dernière. Donc si vous découvrez aujourd'hui, vous pouvez voir la vidéo de la conférence confinée numéro 11 de la semaine dernière, où j'introduis les aspects de métrique, et je mets en place ce qui nous permettra aujourd'hui de voir les paramètres cosmologiques notamment. Voilà. Et bien c'est parti pour art et astronomie. Alors art et astronomie, je vous propose quelques œuvres de peinture, parce que c'était le plus simple et puis ça m'inspire. Alors voici une belle toile très connue. Donc aujourd'hui on est plutôt dans le 19e et le 20e siècle. Alors en Occident toujours, parce que c'est ce que je connais le moins mal. Une toile très connue que l'on peut voir au musée d'Orsay à Paris, qui est très belle, qui est de Jean-François Millet, et qui date de, je crois, 1872. Et alors regardez cette lumière, on voit un lever de lune, voilà, en pleine nuit, on voit un berger, des moutons, ça s'appelle Parc à moutons et clair de lune. Et alors quand on voit l'image la peinture en vrai, l'œuvre en vrai, on ressent vraiment cette sensation qu'il y a en deuxième partie de nuit, parce que oui, il s'agit de la deuxième partie de nuit, si vous connaissez les phases de la lune. On voit qu'on est entre la pleine lune et le dernier quartier, donc en général ça se lève vers... je sais pas, minuit, enfin voilà, ça dépend des époques, mais enfin en tout cas c'est clairement bien après le coucher du soleil, et on sent un peu cette ambiance nocturne, légèrement froide, même si on ne sait pas si c'est en été ou en hiver, en tout cas moi je sais pas, et voilà, et cette lueur pâle et néanmoins très très vive, parce que quand vous êtes dans un endroit très sombre et que la lune se lève, en fait vous y voyez comme en plein jour. Donc voilà, Jean-François Millet au musée d'Orsay, Parc à moutons, clair de lune. On reste dans Jean-François Millet avec cette autre œuvre qui a été un grand succès en son temps, qui s'appelle Nuit étoilée,
donc bien avant Van Gogh, qui est très peut-être même plus connu aujourd'hui de nos contemporains. Mais Nuit étoilée, donc on a vraiment c'est une impression très fidèle avec quelques petites étoiles filantes, ce paysage sombre au premier plan. Donc je ne connais pas trop l'histoire de cette toile, mais on peut imaginer que ça soit une nuit sans lune, parce que pour voir aussi bien le ciel tel qu'il est peint ici avec beaucoup d'exactitude, je dois dire, énormément même d'exactitude, eh ben on doit être probablement une nuit sans lune, parce que c'est l'obscurité du paysage terrestre, et puis la clarté et la finesse du paysage céleste témoignent d'un grand don d'observation, de restitution et d'artiste. Alors pour ceux qui connaissent le ciel, on reconnaît Orion sur la partie droite, avec les 3 étoiles, la partie du baudrier avec la nébuleuse d'Orion un petit peu en bas. Alors bon, certaines échelles ne sont pas complètement respectées. On reconnaît les Pléiades en haut à droite, et puis voilà à gauche Sirius et le grand chien. Et on voit des petits nuages, parce qu'en fait la Voie lactée passe par là aussi. Alors c'est pas la Voie lactée de l'été pour nous, où il y a le centre galactique, donc qui est très brillante. Là c'est une partie plutôt externe de la Voie lactée, qui est moins brillante, mais voilà, Millet l'a très bien vue et très bien restituée. Donc voilà, quand le ciel nocturne inspire les artistes. Donc c'est à peu près 1850, même si apparemment il a repris la toile quelques années plus tard. On passe au fin du 19e siècle. Et alors cette pareil, très belle inspiration du ciel, qui représente aussi les Pléiades, et puis je crois une planète, Jupiter, voilà, au bord d'une mer. Et ben c'est le fameux Edvard Munch, vous savez, le cri de Munch. Et ben Munch a fait autre chose que le cri, voilà, et il a fait de très beaux portraits de la nuit étoilée. Donc cette toile s'appelle Nuit étoilée de 1893. On voit voilà, une belle ambiance, une belle restitution, avec de très jolies couleurs. Donc Edvard Munch, et puis il en a fait une autre, qui s'appelle aussi, je crois, Nuit étoilée, un petit peu plus tard, donc on passe au XXe siècle, 1922, un peu plus coloré, avec un avant-plan peut-être un peu plus prononcé, mais une très belle inspiration, une ode à la nuit, avec peut-être au loin un village éclairé. Mais voilà, c'est cette ambiance de nuit très inspirante, également peinte par Munch au début du XXe siècle. Et puis je vais terminer par cette œuvre de 1919 de Arthur Segal, que j'ai découverte récemment, qui s'appelle, je crois, L'Astronome ou L'Astronome au travail. Je n'ai pas réussi à bien chercher, qui est alors là dans un style complètement différent, mais qui est aussi évocatrice de mystère céleste et de couleurs. Voilà. J'espère que ça vous inspire et ça vous fait réfléchir autant que moi. Donc voilà, c'était la partie art et astronomie pour cette conférence confinée. Ben, j'espère que ça vous plaît. Voilà. On continuera peut-être pour la dernière de cette saison la semaine prochaine. Et donc nous passons à la deuxième partie, qui est la fin du cours entre guillemets de cosmologie, où nous allons parler d'expansion de l'univers, de paramètres cosmologiques, de densité critique. Voilà, donc faut pas avoir peur des équations, je simplifie et j'essaie d'expliquer. Et puis il y a de très nombreux ouvrages qui existent, qui sont très bien faits par ailleurs. Donc là c'est vraiment une introduction parler qui vous permet peut-être d'avoir une première approche. Eh bien, à tout de suite pour la cosmologie. On reprend la partie un peu formelle de cosmologie et d'expansion de l'univers. Nous avions commencé la semaine dernière, et donc nous sommes la semaine prochaine, et donc je me proposais de poursuivre ce plan de travail donc que j'ai enregistré dans la foulée de la discussion de la semaine dernière, pour avoir l'esprit frais. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 parties dans la conférence confinée de cette semaine. Alors donc, nous avions abordé dans la conférence confinée numéro 11 de mémoire, donc la semaine dernière, début décembre 2020, cosmologie, expansion de l'univers. On avait parlé de métrique de l'espace-temps.
on avait parlé du facteur d'échelle aux observations, on avait abordé la notion de redshift notamment, et puis de paramètres de Hubble, et puis on a vu que le facteur A de t, qui est donc le taux d'expansion, était une fonction croissante du temps. Je peux vous remontrer cette fonction, donc la métrique de l'espace courbe, donc c'est le ds carré, c'est la distance à 4 dimensions qui sépare deux événements. Elle a une partie temporelle, dt étant la partie infinitésimale qui sépare les deux temps de ces deux événements. Et puis d sigma 2, c'est la partie spatiale, je ne l'ai plus là, mais si je l'ai là, voilà. C'est la partie spatiale qui sépare deux événements juste dans la partie d'espace, hein, voilà, dx2 plus dy carré plus dz2 s'il s'agit d'une description cartésienne. Donc ce qui était important qu'on a vu la semaine dernière, c'était que la partie temporelle était séparée de la partie spatiale. C'est une hypothèse qu'on a faite parce qu'on était donc non plus en physique classique avec notre ami Newton, mais on s'est fait dépasser par la relativité restreinte. Nous n'étions plus dans un univers statique, mais on était dans un univers en expansion avec Kragh-Boom I dessus, voilà. Et puis on n'avait pas encore pris de relativité générale, ça va pas tarder. Et puis on était dans un univers homogène isotrope, qui est une hypothèse qui simplifie considérablement la discussion, qui n'est pas absolument nécessaire, mais enfin qui simplifie. Et puis là, comme je fais plein de raccourcis, ça nous dépanne. Et donc l'idée aujourd'hui, c'était d'aller dans le dur, de parler de la partie 3, donc dynamique de l'univers en expansion, et puis surtout le modèle Friedmann-Robertson-Walker, avec enfin vous allez comprendre pourquoi l'énergie sombre, l'époque matière, l'époque rayonnement, etc. Voilà, ça va être chouette. Donc on part avec la dynamique de l'univers en expansion, et puis j'essaie de bien retrouver mes notes. Donc c'était la partie 3, et on va commencer par la loi de Hubble-Lemaître. Qui date des années à peu près 1920, qui a été trouvé observationnellement, mais qui, par Hubble et Mason notamment, et puis Lemaître l'avait, disons, anticipé, modélisé, à partir notamment des équations d'Einstein. Et donc, de quoi s'agit-il? Vous avez la Terre ici, donc avec les océans, etc., avec les observateurs, et puis nous observons une galaxie très lointaine soumise à l'expansion de l'univers. Donc c'est pas une galaxie qui se rapproche de nous à cause de la gravitation, ça elles existent, hein, c'est voilà, Andromède, etc. Là on prend vraiment une galaxie très lointaine qui n'est plus soumise à notre attraction directe. Et on observe qu'elle a une vitesse V0 d'expansion, on appelle ça vitesse de récession, et qu'elle est à la distance D. Et donc, tous ces gens-là ont pu montrer que la vitesse d'expansion, je vais enlever le 0, ça va être plus simple. Donc vitesse d'expansion, c'est égal à la distance fois une constante qu'ils ont appelée ultérieurement H0, la constante de Hubble. Donc V, c'est la vitesse de récession. Récession parce que voilà, expansion de l'univers. Enfin, c'est comme ça qu'on a trouvé l'expansion de l'univers. Donc, ce sont des vitesses d'éloignement. D, c'est la distance de la galaxie à la Terre. Et ça, c'est une constante, aujourd'hui, pas dans l'univers, mais aujourd'hui, qui s'appelle la constante de Hubble. H0. On voit que c'est homogène. V, ce sont des kilomètres par seconde. D, ce sont des kilomètres, enfin des mégaparsecs. Et donc, H0, c'est des kilomètres par seconde par mégaparsec. Et donc, H0 est homogène à un temps moins 1, qu'on exprime donc en kilomètres par seconde par mégaparsec, mais on peut l'exprimer en seconde moins 1 si on veut, mais enfin c'est des unités un peu barbares qu'on n'utilise pas beaucoup. Donc on utilise des kilomètres par seconde par mégaparsec. Voilà, c'était le petit a. Maintenant, on va faire une tambouille, je vous préviens, parce que ça va... Donc les puristes, accrochez-vous, parce que ça va être beaucoup d'approximations, etc., mais sinon on fait rien. Donc on va revenir, en fait on va faire une sorte de gloubi-boulga, on va revenir en physique classique, pour que ce soit plus simple, hein. Mais les idées sont bonnes, hein. Les idées sont toujours les mêmes, mais là pour les décrire, on va quand même faire un petit peu de relativité parce qu'on va utiliser quelques résultats,
mais voilà. Donc je les mets, donc je cache un peu relativité restreinte et je mets physique classique en premier parce que là on va faire une simplification, mais vous allez voir que finalement ça marche assez bien. C'est ça qui est rigolo en physique, même si finalement il faut la relativité générale au bout d'un moment. Alors je vous propose de calculer l'énergie cinétique d'une galaxie par rapport à nous, qui s'éloigne à la vitesse v. En fait, on va simuler un bout d'univers, on va voir l'énergie que cela implique. Alors, normalement, si vous êtes en terminale ou en licence, vous connaissez l'énergie cinétique classique, hein, donc c'est pour ça que je reviens à la physique classique. Hein. Alors, même si on est dans un univers en expansion, homogène, on est en physique classique. Donc, l'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv2. M étant la masse de la galaxie, par exemple, et V carré, la vitesse d'éloignement. Alors c'est là où je dis que c'est un globi-boulga, parce que c'est une vitesse observée, en fait c'est l'espace-temps qui se dilate, donc c'est pas une vraie vitesse. Mais bon, on fait comme si on était dans une sorte de bulle en expansion, dans rien. Alors voilà, donc il y a des raccourcis un petit peu simplistes, mais vous allez voir que les idées sont là. Donc c'est là que le mélange il est peut-être un petit peu limite, mais... On a vu que la vitesse, avec la loi de Hubble, qui était juste avant, s'écrivait HD. Donc 1/2 de m, la constante de Hubble au carré, fois la distance au carré. Que d'ailleurs on va appeler R. Voilà, je vais simplifier. Donc ça, c'est la distance par rapport à nous. Donc 1/2 de m h0 carré r carré. R étant la distance de nous à la galaxie et m sa masse. Voilà pour l'énergie cinétique. On va passer à l'énergie potentielle, parce que l'idée c'est de mesurer l'énergie totale et puis de faire une petite analyse énergétique. L'énergie potentielle, alors là c'est l'énergie potentielle gravitationnelle, hein, je ne vous refais pas les cours, voilà, je vous donne ce que c'est en mécanique classique. L'énergie potentielle, c'est moins la constante de gravitation, la masse du reste de l'univers qu'il y a entre nous et la galaxie, on va appeler grand M de R, parce que plus la galaxie s'éloigne, plus elle prend en compte de la masse, sa petite masse à elle, et puis sa distance. Voilà, ça c'est le potentiel gravitationnel. Il y a plein de bouquins qui expliquent ça très bien, qui le redémontrent. Moi-même dans un cours je le fais, mais là ça nous reprendrait encore un petit peu de temps. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déterminer la masse contenue dans une sphère de rayon R, en supposant que tout est homogène, que voilà, un truc super simple. Hein. Donc M de R peut s'écrire 4/3 de pi r cube, qui est le volume de la sphère, fois la densité de matière aujourd'hui. Donc on a bien une masse ici, on a bien donc un volume fois une masse volumique, donc ça donne bien une masse. Tout ça, on vérifie à chaque fois. Donc je mets un petit point, puis je mets un petit point rouge pour donner les relations qu'on utilisera, l'énergie potentielle et la masse qu'on va insérer là-dedans. Alors l'énergie totale, vous vous rappelez peut-être qu'en physique classique, voilà, l'énergie totale, énergie mécanique totale, ou énergie tot, hein, je ne sais plus comment j'ai appelé ça, voilà, ou E tout simplement, je ne me suis pas embêté. C'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc on va faire la somme des deux. Je vais vous le faire vite, hein, donc vous pouvez prendre le temps chez vous de refaire les équations, mais je prends la masse ici, je vais le faire en noir. Je prends la masse ici, pof, je l'insère là-dedans, je fais la somme des deux, je factorise, et je vous la fais courte, ça nous donne du m r carré facteur de h0 carré qu'on retrouve sur 2 moins 4pi la constante de gravitation G, la densité de matière aujourd'hui sur 3. Voilà, ça donne ça. Et donc ça, c'est important en physique, d'avoir l'énergie totale d'un système. On peut peut-être appeler ça équation 2. C'est vite fait, mais ça vous donne une idée de comment ça marche. Donc ça, c'est l'énergie totale d'un système.
considérant un univers homogène et isotrope rempli d'une densité ρ constante, avec des galaxies un peu comme un gaz. Hein. En fait, on prend les galaxies de masse m comme des particules de masse m, et puis on considère que ça augmente, voilà, et en fonction des rayons. Voilà ce qu'on est en train de regarder. Et alors c'est là que c'est intéressant, parce que certains d'entre vous apprendront que l'énergie totale du système détermine le mouvement. Alors si vous avez une énergie positive, alors évidemment il y a des constantes qui se baladent et tout, mais si vous avez une énergie positive, c'est que votre système est libre, donc il peut continuer à évoluer à fond. Si l'énergie négative, il est lié, donc il sera, par exemple, il sera bloqué, si c'est une orbite, il sera bloqué autour d'un astre, etc. Et si il a une énergie nulle, je vais appeler ça petit e, densité critique. Si l'énergie totale est nulle, hein, ça existe en énergie mécanique, hein, c'est que votre système, il est pas à l'équilibre, mais il tend vers quelque chose qui est stable, il tend vers l'équilibre. Donc finalement, plus de mouvement au bout d'un moment. Alors je reprends l'équation. Pour que votre énergie soit nulle, ça tombe bien, vous avez donc mr carré. Bon bah ça, à part r égale 0, c'est pas nul, donc on s'en fout, voilà. On prendra r évidemment strictement positif. Et puis il y a ces deux termes. Celui-là est positif, puisqu'on a affaire à des nombres réels. Hein. Celui-là aussi. Et on voit qu'il y a un moins. Donc en fait, ça peut s'annuler. Donc on va chercher l'énergie pour laquelle ce terme s'annule. Donc il suffit de dire que h0 carré sur 2 égale 4 tiers de g ρ sur 3. Et on obtient donc, parce que ce qu'on cherche c'est la densité critique, on obtient, pareil vous faites le calcul chez vous, hein, vous reprenez ce que je viens d'évoquer, je vous le donne tout de suite, on obtient que ça donne 3h0 carré sur 8 pi g. Et ça, c'est super important, c'est la densité critique de l'univers. Alors là, j'ai mis de la matière, mais en fait, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Si la densité de l'univers correspond à cette valeur, eh ben, l'énergie totale est nulle, et donc l'univers est éventuellement en expansion, mais il tend vers une expansion qui s'arrête, qui devient nulle. Éventuellement, il reviendra, on ne sait pas, mais en tout cas, il tend à l'équilibre. Si l'énergie est positive, l'expansion sera continue, et si l'énergie est négative, eh ben, il se contractera. Donc si on observe aujourd'hui une expansion, ça veut dire qu'il y a une expansion, il s'arrêtera et puis il se recontractera. Donc c'est super important. Et c'est ce qu'on appelle l'énergie critique, la densité critique de l'univers. Et donc elle dépend de la constante de gravitation et de la valeur de la constante de Hubble, voilà, qui détermine le taux d'expansion. Donc là c'est un résultat très important qui est obtenu donc en physique classique et qui finalement marche très bien. Voilà, on n'a pas besoin de relativité, évidemment ça fait plus proprement en relativité. Néanmoins ça marche très très bien. Donc voilà pour la densité critique, très grand résultat. On va parler maintenant de densité réduite, parce que ça c'est une unité de densité, et puis voilà, c'est un peu barbare. Donc on va utiliser la notion de densité réduite, qui est juste une question de définition, densité réduite, qui est tout simplement le fait que, donc on appelle ça grand oméga de quelque chose, par exemple la matière, densité réduite ici. Hein. C'est tout simplement la densité, par exemple, de matière, aujourd'hui, sur la... Alors, il faut que je prenne une note oui, critique, peut-être que je marque ici. Critique. Sur la densité critique de l'univers. Voilà. C'est le rapport des deux. Donc c'est sans dimension. C'est a priori compris entre 0 et 1, hein, sauf cas pathologique. Ça peut arriver, mais enfin, a priori, c'est compris entre 0 et 1. Parce que si vous mettez la somme ici de toutes les densités de ce que vous mettez dans l'univers, à la fin, vous arrivez éventuellement à la densité critique, ou pas d'ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, ça peut être négatif, voilà. Mais en tout cas, c'est jamais très très loin de 0 et de 1.
Et donc c'est souvent ce qu'on utilise en cosmologie, oméga, donc M pour matière, mais on va voir rayonnement, énergie sombre, neutrinos, matière baryonique, matière noire, etc. On va pouvoir mettre tout ça là-dedans. Alors, je vais aussi vous balancer un résultat qui est super important, que je ne vais pas démontrer, mais qui va servir à plein de choses, qui est l'évolution. Parce que ça nous prendrait peut-être pas quelques heures, mais en tout cas pas mal de temps. Évolution du facteur d'échelle. Alors, pareil, vous trouverez ça dans les bons bouquins et dans les bons cours. Et voilà. Et donc, ça va être l'équation. Alors, attendez, que je m'y perds pas. C'était la 2, donc ça, c'est la 3. Ça, c'est la 4 pour la définition. Et puis, on va faire l'équation 5. Est-ce que j'arrive à la mettre ici? Voilà. Équation 5. C'est l'évolution de A. Donc, en fait, c'est plutôt la constante de Hubble au carré à n'importe quel instant, divisé par la constante de Hubble aujourd'hui. Mais on a vu la dernière fois que la constante de Hubble est liée au facteur d'échelle A et de sa dérivée temporelle. Mais bon, peu importe. En gros, c'est ce qui détermine finalement le taux d'expansion de l'univers. Et là, on peut montrer, alors là, je vous passe des détails, que c'est la densité réduite de rayonnement dans l'univers, parce qu'il y a de la lumière, et donc la lumière provoque à une certaine densité d'énergie, fois le facteur d'échelle. Alors oui, alors je l'appelais R, donc je vais l'appeler A ici. A sur A0, donc c'est le facteur d'échelle à l'instant T, puissance moins 4, là c'est important. Plus oméga matière totale, c'est-à-dire matière noire, fois A sur A0 puissance moins 3, ça se dilue, plus oméga K, c'est-à-dire la densité d'énergie liée à la courbure de l'univers, parce que là on n'a pas parlé de courbure de l'univers, mais enfin l'univers peut être courbe, c'est-à-dire avoir une géométrie non euclidienne, j'en ai pas parlé, mais voilà. Pareil, vous pourrez trouver des infos, j'espère, dans les bons bouquins. Puissance moins 2. Et enfin, la densité d'énergie liée à l'énergie sombre. Et donc j'ai appelé cette équation 5. Alors je vous la sors du chapeau, j'en suis désolé. Là j'ai oublié de mettre à jour mes petites cartes. Voilà, là on peut sortir relativité générale, parce que ça sort directement de tout ça. Univers en expansion, relativité générale, et toujours univers isotrope et homogène, pardon. Et ça c'est super important, parce qu'on va voir les implications que ça a pour la cosmologie. Et d'ailleurs que c'est magique. Donc en fait c'est à cette équation que je voulais arriver. Ça nous dit comment voilà l'univers évolue en fonction de l'époque. L'époque c'est caché dans le A, vous vous rappelez, le taux le facteur d'échelle par rapport à aujourd'hui. Et on voit que selon que vous êtes du rayonnement, alors je vais peut-être l'écrire, peut-être se payer le luxe de l'écrire. Donc rayonnement, donc c'est la lumière, la matière. Alors comment je vais faire pour pas tout rayer, la courbure de l'univers et la constante. Alors oui, on a pris un scénario simple de constante cosmologique, donc on appelle ça constante cosmologique. Voilà. Alors vous pouvez rajouter les neutrinos, alors on peut les mettre dans le rayonnement si on veut, enfin voilà, mais après c'est plus négligeable. Donc on voit que la dynamique, elle dépend à la fois de la quantité, c'est-à-dire que si oméga est grand, bah, vous êtes puissant, entre guillemets, pour gouverner l'expansion de l'univers, c'est vraiment ça dont il s'agit. Et puis selon que vous êtes en votre puissance, moins 4, moins 3, moins 2 ou 0 ici, et ben vous dominez à une époque de l'univers ou pas. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, aujourd'hui, on est dans l'époque d'expansion accélérée, constante cosmologique, alors qu'avant, on était plutôt dominé par la matière ou l'ère du rayonnement. Je vais vous expliquer ça avec un joli graphe de GeoGebra, grâce à des personnes aussi sur Twitter qui m'ont beaucoup aidé à utiliser GeoGebra parce que je ne connaissais pas. Voilà, donc je garde ça au chaud et on va la ressortir tout à l'heure. Et maintenant, on va passer au modèle physique Friedman, Robertson, Walker.
Donc le modèle de Friedman Robertson Walker. Alors historiquement, il y a plein de choses. Donc c'est Friedman qui a obtenu les équations en 1922. Je regarde mes notes. Georges Lemaître les a obtenues en 1927. En ajoutant des choses et de manière indépendante. Et puis quand on combine cette équation de Friedman-Lemaître, on appelle ça Friedman-Lemaître, à la métrique de Robertson-Walker, si vous vous rappelez la séance d'avant avec la métrique, on obtient ce qu'on appelle le modèle simplifié, je ne sais pas pourquoi Lemaître n'est plus cité, le modèle FRW, donc FRW pour Friedman-Robertson-Walker. Vous pouvez trouver ça dans les bons bouquins et sur les bons sites. Une explication plus détaillé. Alors je ne vais pas les démontrer, mais il faut un univers en expansion, il faut la relativité générale, il faut un univers homogène isotrope, et je crois que je n'ai plus de carte à montrer. Non, voilà, c'est ça. Donc on utilise tous ces ingrédients. Et en fait, elles s'intéressent à ces équations, elles vous disent vraiment comment l'univers s'étend ou pas en fonction des paramètres. Alors je vais vous les écrire juste pour la culture, parce qu'on va pas vraiment les utiliser. Mais vous avez la dérivée seconde de A, c'est toujours donc le facteur d'échelle de l'univers, donc dérivée seconde par rapport au temps, 1 sur A, donc c'est une autre manière de noter, en gros c'est A point sur A, et ça on dit que c'est moins 4 tiers de pi G, ρ, la densité totale, plus 3 fois la pression sur C2, plus la constante cosmologique sur 3. Donc on voit que l'expansion, donc le facteur d'échelle, est lié au contenu de l'univers avec une densité et une pression et éventuellement une constante cosmologique. Donc on voit que les deux sont liés, le taux d'expansion et le contenu de l'univers. En fait l'expansion elle ne se déroule pas toute seule comme ça dans un éther qui d'ailleurs n'existe pas, mais enfin voilà, qui se passe toute seule, et puis il y a la matière et tout. Tout est vraiment imbriqué. Ça c'est vraiment une des avancées de la relativité générale et de la cosmologie du XXe siècle. Donc il y a cette expression, il y en a une autre qui permet finalement de résoudre, c'est la dérivée première, enfin la dérivée simple, du taux du facteur d'échelle au carré, qui vaut 8 pi g rho, donc c'est lié aux équations d'Einstein, donc je ne détaille pas, plus oméga 3, donc pareil la constante lambda qui est la constante cosmologique, et là on a la courbure de l'univers, petit k. Donc pareil, voilà, selon la courbure, ça influe sur la dynamique d'expansion de l'univers. Donc là, je vous balance ça, je vous démontre rien, voilà, parce que c'est un peu plus long. Il existe une troisième forme de l'équation de Friedman-Lemaître, et puis quand on mélange avec la métrique de Robertson-Walker, ça nous donne celle-ci, et celle-là, elle est pas mal. Alors j'ai plusieurs formes, mais c'est en gros la différentielle, donc ρ, la densité, c carré, donc c c'est évidemment la célérité de la lumière, A cube est égal à moins 3 P ADA. Donc c'est une équation différentielle. La dérivée de ce terme-là qui vaut moins 3 la pression, le facteur d'échelle et sa dérivée. Donc ici il y a là donc densité. Je vais utiliser une autre couleur. Donc facteur d'échelle. Ici pression. La pression qu'exerce finalement le milieu, ça peut être les photons, ça peut être la matière, ça peut être l'énergie son, ça peut être voilà. Et puis bah voilà. Donc c'est ça qu'on va utiliser pour finalement voir la dynamique de l'univers. J'ai oublié de mettre que c'était petit a qu'on appelle les trois équations. Mais je pense que vous l'aviez compris. Alors, petit b, équation d'état. Comme en thermodynamique, pour ceux qui connaissent, il y a une équation d'état en cosmologie qui relie pression et gravité. Et parce qu'on considère que finalement la matière, la lumière, tout ça, c'est comme un gaz qui est dans l'univers et puis qui met de la pression ou pas sur l'univers et donc qui interagit avec l'expansion. Donc c'est un peu comme un gaz parfait finalement l'univers, ça revient un peu à ça. Et donc la forme qu'on utilise, c'est que la pression, c'est égal à la densité. Alors pour que ça soit un petit peu homogène, on met une célérité, donc là aussi on est en bonne relativité, et puis on met une valeur numérique qui dépend de quoi on parle, on appelle ça oméga.
Et en général, oméga est comprise entre 0 et 1. En général, vous allez voir que c'est un peu funky, la cosmologie. On peut montrer que si on prend cette équation, ici la troisième, et qu'on mélange ça, parce qu'en gros, ce qui va s'agir, c'est comment la pression et la densité évoluent avec oméga, et oméga dépend de qui vous êtes. Hein. Selon que vous êtes de la lumière, de la matière, de l'énergie sombre, etc., votre oméga dépend de vous, ne sera pas le même. Alors, ça va être le du petit c, l'évolution de l'équation, enfin, de l'équation d'état, en quelque sorte. Donc, si on prend cette équation, voilà, puis qu'on insère cette équation d'état dans l'équation de Friedman, je vous donne le résultat. Ça me donne que ρ a cube 1 plus oméga, petit oméga, qui est cette valeur numérique, c'est une constante. Et on peut dire que ça vaut la valeur d'aujourd'hui, donc ρ0 à 0, 3 fois 1 plus oméga. Voilà. Et donc, on va s'intéresser à plusieurs composantes. On va s'intéresser à la matière. Quelle est l'équation d'état de la matière? Je vous le demande. Eh bien, l'équation d'état de la matière, c'est que la matière, dans le modèle lambda Cold Dark Matter de cosmologie, on veut dire que la matière n'est pas une espèce relativiste. Donc, elle n'exerce pas de pression. Donc, la matière, elle est froide. Hein, Cold Dark Matter, c'est des matières noires froides. Froide, ça veut dire non relativiste. Et donc, pour la matière, c'est simple. Oméga égale 0. Terminé. Donc, si je reprends l'équation d'état, c'est-à-dire que la pression qu'exerce la matière, elle est nulle, parce que ça vaut 0. Voilà. Donc, en fait, la matière ne joue pas de rôle dans... a priori, on va voir. Pas de rôle dans la pression. Maintenant, si on met oméga égale 0 là-dedans, on trouve que, je mets, que ρ, matière totale, c'est-à-dire y compris matière noire, fois A cube, parce que 1 plus oméga, ça fait 1, donc puissance 3, parce que oméga vaut 0, est égal à ce qui se passe aujourd'hui, la densité aujourd'hui de matière, A cube d'aujourd'hui. Et ça, c'est une constante. On obtient donc que, en fonction de l'époque cosmique, la densité de matière est proportionnelle à A au cube, enfin A-3. C'est-à-dire qu'en fait la matière se dilue comme un volume finalement. Et ça tombe bien, ça nous rappelle quelque chose, c'est pour ça que je vous ai balancé quelques petits résultats tout à l'heure. Si vous reprenez la dynamique de l'expansion de l'univers, vous voyez que la matière, bingo, elle dépend de A puissance moins 3. En fait, ça vient de là, ça vient de l'équation de Friedman, tout ça. Mais bon, je vous ai dit que c'était un peu brouillon et que je mélangeais un peu tout pour aller vite, mais voilà. Donc la matière agit sur l'expansion de l'univers et se dilue comme 1 au cube, voilà, puissance moins 3, ça vient de là. Ça, c'était la matière. Maintenant, on peut faire petit e rayonnement, c'est-à-dire la lumière. Alors, l'équation d'état du rayonnement, que je ne dise pas de bêtises, alors il faut mélanger de la relativité, de l'électromagnétisme, mais j'ai pas mis de la physique statistique non plus. Voilà, ça c'est vraiment de la belle physique. Pour le rayonnement, c'est pression du rayonnement, c'est 1/3 de sa densité. Voilà, ça c'est l'équation d'état. Donc oméga égale 1/3 pour la lumière dans l'univers et en cosmologie. Donc pareil, on remplace là-haut. Je fais oméga égale 1/3. Donc ça fait 3 fois 1 plus 1/3. Ça fait 4/3, il me semble. Et donc si vous faites le même raisonnement que ça, vous pouvez le faire chez vous et puis voir si ça marche. Je fais pareil. On se rend compte que la densité de rayonnement est proportionnelle à A-4. On peut le mettre en rouge parce que c'est très important. Donc la lumière se dilue comme le facteur d'échelle puissance moins 4. Et ça tombe bien si je reprends mon équation 5.
Regardez la lumière. C'est la densité ici réduite de rayonnement, et puis c'est bien en A-4. Voilà. Et on pourrait montrer que pour le reste, c'est pareil. Donc je ne vais pas le faire. Et donc, on va faire la dynamique totale. De l'univers, totale d'expansion de l'univers. Pour cela, c'est le bazar sur mon bureau. Heureusement, vous ne le voyez pas trop, mais vous devez peut-être l'entendre. Je reprends ça. Je le code sur un petit logiciel de courbe. Et ça me dit finalement qui domine dans l'univers. Alors je vais vous montrer ça. Grâce à des collègues qui m'ont aidé. Grâce à Twitter. Voilà, c'est ça. Donc, je vais simplifier. Pardon pour le bruit. Je vais retrouver. Ah, il m'en manque une. Voilà, là. Voilà. Donc, c'est la courbe en bleu que je vous ai indiquée ici. Alors, je vais essayer d'être clair pour une fois. La courbe bleue, c'est tout ça. La somme des 4 termes. Dans quel espace ? En X, j'ai mis le facteur d'échelle, donc A. Donc aujourd'hui, normalement, on est à 1. Je ne sais pas si vous voyez les unités. Je vais essayer d'avoir un retour, mais oui, je crois que vous voyez. Donc en bas, on a 1, donc c'est le facteur d'échelle. Et puis en Y, c'est finalement, je vais simplifier en disant que c'est l'expansion de l'univers. En fait, c'est voilà, H carré sur H0 carré. Donc c'est voilà, à quel taux d'expansion de l'univers nous sommes mangés en quelque sorte. Donc ça, c'est la partie totale. Si je reprends ma petite équation favorite, help, voilà, ma équation favorite. On va regarder le rayonnement d'abord. Le rayonnement, il est en A-4, donc je vais l'afficher. Je vais donc sélectionner le terme de rayonnement, que j'ai appelé R ici. C'est la courbe en violet. Donc on voit que la contribution du rayonnement à l'expansion de l'univers est importante il y a longtemps dans le passé, et puis bah, ça descend, et puis à un moment elle devient très très faible, c'est pour ça qu'elle est en violet en bas, en dessous de moins 0,5. Mais il y a un moment c'était elle qui gagnait, donc en fait on appelle ça l'ère de rayonnement dans l'univers, c'est l'époque où la dynamique de l'univers était dominée par le rayonnement. C'était il y a longtemps. Maintenant on va regarder le deuxième terme. Après le rayonnement qu'on vient de voir, on va regarder la matière qui est en -3. Je vais l'afficher, j'ai appelé ça M. Alors j'ai mis ça en log, hein, parce que c'était plus simple. On voit que la matière, elle est en -3, donc elle est en orange ici. On voit c'est elle qui prend le pas un peu plus tardivement, parce que le facteur d'échelle hein, s'écoule de gauche à droite, et aujourd'hui on est à droite. Donc, il y a une transition que vous pouvez peut-être voir là où il y a la souris. Je ne sais pas si vous voyez la souris, mais si vous ne voyez pas la souris, c'est à peu près alors, sur cette échelle arbitraire, hein, j'ai mis à -2, en gros, -2,25 en X, et puis 4 en Y. Vous voyez que le rayonnement qui est violet domine jusqu'à un certain poids, et ensuite, c'est la courbe orange qui gagne, et donc on entre dans l'ère de la matière dans l'univers, parce que c'est elle qui domine l'expansion de l'univers. Alors on passe ensuite au troisième terme, qui est la courbure. Alors, sauf que la courbure, bah, en fait, on a mesuré, avec le satellite Planck notamment, que la courbure, elle est nulle. Donc en fait, ce terme, il est nul. Mais enfin, je vous l'ai mis quand même de manière très faible. Je l'ai mis en gris, je crois. Voilà. Je l'ai mis en gris. Ah oui, alors. Je dois me balader dans les fenêtres, pardon. C'est un peu sportif pour moi. Voilà, je l'ai mis en bas à gauche en gris. Donc on voit que sa décroissance est plus faible. Mais bon, comme elle vaut 0, alors là, elle ne vaut pas 0 dans le graphe que j'ai fait. Hein, je l'ai mise à je ne sais plus combien, enfin un chiffre faible mais non nul. Par contre, si la courbure avait été importante, c'est elle qui aurait dominé après la matière. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. C'est théoriquement possible, mais les mesures nous disent que non. Et puis, enfin, dernier terme,
l'énergie sombre, enfin, ou la constante cosmologique, vous voyez qu'elle n'a pas de dépendance en A. Donc elle est faible, mais regardez ce qui se passe. Je vais l'allumer. Elle est en rouge. Vous voyez, elle est constante en bas. Hein. Mais les autres se diluent tellement qu'au bout d'un moment, c'est elle qui gagne, la constante cosmologique. C'est pour ça qu'on parle d'expansion accélérée de l'univers depuis z égale 0,7 à peu près, voilà, selon comment on compte, ou 0,5. Donc depuis une période relativement récente dans l'univers, parce que finalement c'est ce terme qui domine maintenant dans la dynamique d'expansion de l'univers. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, parce que quand vous écrivez l'équation, c'est assez lumineux, enfin si on arrive à un peu voir ce que ces équations recouvrent, on voit que la dynamique de l'univers, qui implique le facteur d'échelle, a une dépendance qui n'est pas la même selon le rayonnement, la matière, la courbure ou la constante cosmologique. Donc j'espère que ça vous a plu. Ce petit cours, cette petite explicitation d'expansion de l'univers en 4 parties, hein, métrique de l'espace-temps et facteur d'échelle aux observations que nous avons faites la semaine dernière, et puis dynamique de l'univers en expansion, et puis surtout modèle Friedmann-Robertson-Walker avec, là où je voulais arriver, la dynamique totale de l'univers avec ce très joli plot de GeoPlot, voilà, GeoGebra, pardon, qui permet d'afficher de manière très simplifiée, surtout quand on connaît, des courbes, et puis de voir vraiment qui domine, et voilà, à quoi est due cette expansion de l'univers, d'expliciter l'époque de rayonnement, l'époque matérielle, et puis l'époque lambda, donc aujourd'hui. Et tout ça peut se démontrer donc avec... Enfin, ça se démontre un peu plus difficilement que ce que je viens de faire, parce que là, je vous ai balancé des résultats. Mais vous voyez qu'en partant d'un univers statique et de physique newtonienne, de physique classique, on arrivait quand même à démontrer pas mal de choses. Il fallait évidemment parler à un moment de relativité restreinte, d'expansion de l'univers, parce que sinon ça marche pas. Et puis avoir toujours la carte magique là, un peu d'univers homogène isotrope, parce que sinon c'est vraiment plus complexe. Et puis quand même avoir de la relativité générale à un moment pour pouvoir un peu comprendre cette dynamique de l'univers. Voilà, et ben j'espère que c'était clair. Bonne continuation pour cette partie et je retourne à l'émission de la semaine d'après. Voilà, bonne continuation. Voilà, vous savez tout sur les paramètres cosmologiques, la matière, la densité de matière noire en l'occurrence, enfin totale, mais qui est dominée par la matière noire. La courbure, le rayonnement, la densité critique, etc. et l'avenir de l'univers avec cette constante cosmologique. Troisième séquence courte, qui sont les livres. Alors là, j'ai fait un choix très arbitraire et très technique. Ce sont des livres de physique assez fondamentales, mais qui vous permettent d'aller vraiment au bout des choses. Ce sont d'ailleurs les livres que j'ai eus en cours, je crois, quand j'étais un peu plus jeune, mais qui sont toujours d'actualité. Alors il y a un livre absolument de base que tous les physiciens connaissent, qui est Mécanique quantique, de Cohen-Tanuji, Due et Laloé. Alors moi j'ai une version qui a mon âge, voilà, quasiment, mais chez Hermann, mais voilà, il y a encore tout un tas de notes qui sont dues à l'époque à la fois où j'étais étudiant, et puis à la fois où j'ai donné ce cours, parce que figurez-vous que quand j'étais jeune maître de conf, eh ben, j'ai donné des cours de physique quantique au magistère de physique fondamentale d'Orsay. C'était très sympa. C'était pas le cours le plus simple que j'ai donné, néanmoins, je peux me targuer d'avoir donné des cours de physique quantique à Orsay, ce qui est une fierté personnelle. Il y a aussi donc le fameux Landau et Lifshitz. Alors il y a plusieurs éditions, hein. Moi là j'ai une édition plus récente. Donc Landau et Lifshitz, voilà si vous voulez, la physique dans toute sa splendeur, voilà, avec vraiment la totale, voilà, donc c'est la totale absolue. Et donc là c'est Fistat, donc qui est évidemment une source d'inspiration infinie. Et puis j'avais sélectionné, je crois, des paragraphes sur le gaz parfait et sur le corps noir. Voilà, rayonnement de corps noir.
parce que, non, je sais pas si vous voyez, mais parce que c'est là-dedans que c'est super bien expliqué comment on crée un corps noir, comment voilà, d'où ça sort. Alors c'est pas hyper simple, mais moi la physique est belle et unique, mais voilà, je vous conseille. Et je vous présente l'autre pendant de voilà, la physique de base, Fistat, donc de Guttmann, Lederer et Roulet. La physique statistique dans toute sa splendeur, où on parle aussi du corps noir. Et donc si vous mélangez Fistat, donc version ou Landau-Lifshitz, physique quantique de Cohen-Tanuji et Astrophysical Concept dont j'ai parlé la semaine dernière de mon ami Martin Harwitt, vous pouvez tout comprendre sur la physique du corps noir dont j'ai pas parlé. Mais pareil, j'ai un cours prêt là-dessus que j'ai beaucoup aimé donner en magistère de physique il y a quelques années. Et donc voilà, c'est de la belle physique s'agissant du corps noir bien sûr, qui permet de mélanger Fistat, physique quantique, électromagnétisme bien entendu, un soupçon de relativité, et vous avez de la belle physique. Tout mélangé, voilà. Donc là, ce sont des lectures techniques. Néanmoins, c'est bien aussi de parler un peu technique dans la vie. Voilà, il n'y a pas que de la médiation et de la vulgarisation scientifique, même si c'est très bien et je suis le premier convaincu. Voilà, et bien bonne lecture, bonne continuation à tous, et puis à la semaine prochaine, où j'espère enfin vous parler du JWST. Je sais que je vous l'avais promis, mais je ne l'ai toujours pas fait, voilà, parce qu'il y a un petit temps de préparation, mais j'espère en parler avant la fin de cette saison. Et bien à la semaine prochaine, au plaisir, ciao ciao, au revoir.